Bonjour, on va tout de suite commencer, parce que ça commence à 14h30, il est 14h40 et ça se termine à 15h45. Et on va empiéter, mais pas trop, parce qu'il y a des lectures après. Merci d'être là, merci d'être aussi nombreux. Yahya commence déjà à faire le voyou dans la classe. Merci d'être présent autour de cette thématique, autour de la résistance par l'écriture, la résistance dans l'écriture, et avec des textes très divers. Je vous rappelle que les auteurs seront en signature après, donc il faudra absolument vous précipiter vers la librairie et faire l'acquisition de ces livres. Alors, ce sont des textes complètement différents, soit par les genres littéraires qui sont mis en place, soit par les différentes techniques narratives, et puis également parce que dans l'ensemble, dans ces ouvrages, il y a un texte, un essai de Tristan Leperlier, Algérie, les écrivains dans la décennie noire. Donc on va essayer de travailler à la fois sur la question de l'écriture littéraire, puisque c'est évidemment de ça dont il s'agit, mais également des récits qui sont apportés. Ce sont des textes qui racontent aussi des histoires qui ont à voir avec des périodes qui sont en général assez douloureuses. Je vais commencer avec vous, Monsieur Mohamed Berrada, avec ce roman qui est Loin du vacarme, et qui raconte presque une traversée du demi-siècle, du deuxième demi-siècle du XXe, avec un dispositif narratif assez particulier et assez complexe. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Non, c'est-à-dire, c'est pas un roman historique, évidemment. Mais j'ai utilisé cette structure pseudo-historique pour passer à autre chose. Donc, j'ai supposé qu'un vieux historien du royaume voulait écrire l'histoire de 50 ans après l'indépendance. Donc, il a fait appel à un jeune assistant, chômeur, qui n'a pas trouvé de travail, pour qu'il l'aide à assembler les documents, à interviewer les gens, comment ils ont vécu ce demi-siècle de l'indépendance. Et ce jeune homme s'appelle, je crois, Raji, en travaillant contre les gens, une idée lui est arrivée, pourquoi pas écrire un roman? Donc, il a commencé par écrire ce roman à travers 4 personnages. Le premier, c'est un Sadri, je crois. Il est un peu âgé, donc il a vécu à cheval entre 2 périodes, pendant le protectorat français, puis l'indépendance. Il est avocat, et qui reste quand même assez traditionnel au niveau du comportement. Puis, il y a le deuxième, jeune avocat qui s'appelle, je crois, bon, Hamzaoui, oui. Saleh El-Hamzaoui, qui est né en 1956, c'est-à-dire l'année de l'indépendance du Maroc, et qui se rappelle de son itinéraire quand il est étudiant, militant de gauche, etc. Et aussi ses aventures sentimentales et sexuelles. Et puis, nous avons la troisième, c'est Doctora Nabih Sam'an, psychiatre, psychanalyste, qui a fait ses études en France et qui essaye de relancer surtout la tradition de parler, aider les Marocains à parler, aider les gens à s'exprimer, à être à soi eux-mêmes. Et donc, il y a les salons, il y a les causeries qui passent dans ces salons. Et le quatrième personnage essentiel, c'est le jeune, c'est le Raji, qui raconte entre-temps ses aventures, sa position, et à la fin, il se rend compte que c'est lui le perdant.
parce que c'est lui qui n'a pas de travail, c'est lui qui a fait des hautes études sans arriver à sortir de l'impasse. Et donc, il dit, oui, voilà, il me reste que l'écriture comme abri, comme refuge. Et il a même pensé qu'il ne va pas écrire seulement un roman écrit dans une société où le taux de l'analphabétisme est élevé, mais il va écrire des romans enregistrés à haute voix, en imitant ce qui se passe dans Jama al-Fna. Donc, c'est ça, c'est un pari sur l'écriture en tant que refuge, en tant que moyen de franchir, enfin, de sortir de l'impasse et des enfermements. Merci. Donc, on a bien ce montage, c'est-à-dire que Raji va écrire à partir des témoignages des trois personnages, va écrire leur histoire. On est prévenu d'emblée que c'est pas de l'histoire, mais c'est romancé. Donc évidemment, tout de suite, le lecteur est dans le doute, forcément, tout le temps, puisqu'il s'agit d'un roman et pas de l'histoire. Et pourtant, le roman ici cherche il me semble, à atteindre cette espèce de point qui fait que, en tout cas, les deux premiers personnages perdent au fur et à mesure, et c'est pas simplement une question d'âge ou de vieillissement, parce que le deuxième, ça arrive assez tôt, perdent un peu cette fibre qui leur donnait cet élan de la vie qui les faisait tenir au début de leur vie. Et il y a quelque chose qui se délite lentement. Oui, voilà, ils ne savent plus où ils sont finalement. Oui, comme j'ai dit au début, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'histoire officielle, surtout comme vous le savez, chez nous, au Royaume, nous avons un historien du Royaume qui fait l'histoire sous contrôle de Marzan. Non, ça c'est l'histoire vécue de l'intérieur par ces jeunes filles et garçons, parce qu'il y a des personnages secondaires qui ont de l'importance à mon avis. Donc c'est ça. Et puis le grand problème pour moi, c'est comment reconstituer ce langage qui circulait les années 70, c'est-à-dire les années de plomb, la répression, le manque de liberté, etc. Et donc, c'est une sorte d'histoire, mais c'est très différente. C'est de l'histoire vécue et exprimée grâce à la fiction à travers des personnages supposés. En même temps, ces personnages commettent aussi un certain nombre peut-être d'erreurs, mais ça c'est aussi une surinterprétation. On peut venir par exemple sur le passage où le premier personnage reçoit la famille de quelqu'un qui est supposé venir de France pour un mariage. Ah oui, ça va être absolument dramatique, ce qui va se passer. C'est très drôle, mais en même temps, c'est le rire qu'on peut avoir quand on lit une tragédie, mais qui n'est pas la nôtre. Oui, ça c'est le côté traditionnel, très lourd au Maroc. Donc, ce père qui est plus ou moins cultivé, libéré, etc., mais quand il reçoit des hôtes étrangers, français, il essaye de montrer toute la générosité qu'on peut imaginer. Donc, cet hôte-là, français, a été gêné. Il a écrit une lettre où il critique férocement l'avocat, etc. Et ça, c'est vrai. C'est un comportement qui est encore présent, qui gêne. C'est une générosité étouffante ouais, par la nourriture. On a un déferlement de nourriture. En même temps, les choses, elles bougent. Sur le deuxième personnage, là, on est déjà plus dans le rayon du politique. Et en même temps, on a un personnage qui a des aspects, je dirais, un peu positifs, puisqu'il sort, il essaye effectivement de sortir de sa classe sociale et de réussir. Il y arrive, il devient avocat. Et en même temps, il devient un personnage tout à fait, comment dire,
presque négatif d'une certaine façon, et c'est ce que Raji, qui est pourtant celui qui raconte cette histoire, va lui envoyer dans la figure lors d'un voyage en voiture mémorable. Ah oui, le jeune, enfin soi-disant, le jeune avocat aussi, qui était de gauche, mais avec le temps, il change de comportement et il invite un ministre socialiste français pour lui demander d'aider son fils qui terminait ses études en France. Et pour cela, il fait une petite fête à l'hôtel Jamaï et il fait appel à une jeune danseuse de 17 ans en croyant que ça va plaire au ministre respectueux. Et ce n'était pas le cas. Donc, ce sont des comportements qui font partie de cette histoire vécue. Oui, sauf que c'est bien plus longtemps après le premier épisode. Et on voit ces espèces de continuations transgénérationnelles qui sont évoquées là. Et puis le troisième personnage, qui est cette femme qui, alors, passe ailleurs, passe sur un autre registre, passe peut-être à un autre niveau, qui est effectivement celui de l'intime. En quoi ce personnage, justement, se différencie du personnage précédent? Ils sont le même âge, ils sont de la même génération, et il y a quelque chose qui a réellement bougé entre les deux. Oui, la différence, à mon avis, d'après mon expérience, c'est que les femmes au Maroc, surtout, ils sont plus éveillés, plus prêtes à évoluer plus rapidement que les gens, que les hommes ou bien les jeunes. Et c'est ça ce qui fait que cette femme, du fait qu'il a vécu en France, qu'il a assimilé toute une culture, et il a pris la libération du corps et de l'esprit comme objectif, donc il a pu aller jusqu'au bout. Et c'est ça ce qui fait qu'il est resté plus ou moins conséquent avec soi-même. Et donc, c'est ça, j'ai cette impression. Et je viens de publier cette semaine un roman en arabe, Rasail min Mra'atin Mukhtafiya, lettre d'une femme disparue, qui termine ça autrement. Voilà. Oui, je voudrais justement dire, je ne l'ai peut-être pas assez dit, la très grande attention aux personnages féminins, à leur existence, à leur vie, à la question des transformations du corps, et aux événements les plus marquants et les plus dramatiques, comme par exemple la nuit de noces, etc. On a des éléments très très forts dans votre roman, que pour ma part, je peux vous le dire, je ne l'ai pas lâché. Je trouve la façon dont vous rendez compte des débats politiques de ces années, des années de plomb notamment, particulièrement vivante. C'est pas toujours aisé de travailler sur l'inscription du débat politique à l'intérieur du roman. Et pour moi, ce ne sont pas des interventions d'auteur. On a vraiment les personnages qui prennent la parole, et ça m'a beaucoup frappé. Je vous remercie. Je vous remercie, c'est moi. On va rester au Maroc. Et on va aborder votre livre, Abdallah Baïda, Testament d'un livre. Alors là aussi, c'est un dispositif narratif un peu particulier. Donc là, on avait quelqu'un qui est représenté dans le roman de M. Berada. On avait quelqu'un qui était représenté, mais qui était l'auteur d'un roman, et lui-même apparaît comme personnage de ce roman tout à la fin. Je ne sais pas si on l'a très bien senti dans ce qu'on a dit. Et là, on a un drôle de livre, parce que c'est un livre qui raconte son histoire. Donc le livre parle et il commence à dire « je ». Et donc la première page est assez surprenante, on est désarçonné, et en même temps vous faites, Abdallah Baïda, quelque chose qui, moi, me semble être une sorte de grand roman de la culture livresque, le grand roman des bibliothèques, le grand roman de ce qui est arrivé, de ce qui arrive quand une société se passe des livres. Bon, il y a effectivement un petit peu de ce côté-là, parce que c'était ça, en quelque sorte, le point de départ, c'est de m'arrêter sur des moments forts de l'histoire du livre. Mais pour lui donner justement cette dimension romanesque, j'ai fait le choix de faire parler le livre lui-même. C'est un livre
qui n'a pas de nom, qui n'a pas de titre précis, ce qui m'a facilité de le faire déplacer à travers aussi bien l'espace que le temps. On est au XIe siècle, mais on passe au XVIIe, on est au XXe, on est au XIXe, avec des moments qui me paraissent forts dans l'histoire de ce livre. Mais son point de départ, c'est à la bibliothèque Al-Qarawiyyin, la Khizanat Al-Qarawiyyin à Fès, à un moment où ce livre s'est senti un peu délaissé, fragilisé, et la poussière commençait à couvrir sa couverture, et donc il s'est rendu compte tout bêtement que c'était la fin de sa vie et comme quoi il était temps de faire son testament. Donc c'est comme ça qu'il commence, voilà, je vais faire mon testament parce que je vais bientôt mourir, et par conséquent, il a rappelé tous ces grands moments qu'il a vécu. Il a commencé en réalité par rappeler des moments difficiles, des moments de taux d'affaires qu'on connaît dans l'histoire. Le livre a été brûlé à maintes reprises, que ce soit les livres d'Averroès au XIe siècle, que ce soit également plus récemment en 1933 à la place à Berlin, lorsque les nazis ont brûlé tout un ensemble de livres, mais également à travers l'histoire, toutes les guerres, par exemple, que j'ai fait effectivement des recherches dans ce sens, que ce soit au Japon, que ce soit en Amérique ou ailleurs, il y a, au moment des guerres, on a recensé beaucoup de livres qui ont été brûlés, et donc ce livre a rappelé ces moments un peu avec un certain regret, comme quoi ce sont des moments où l'être humain s'est acharné sur le livre qui est censé être son compagnon, qui est censé lui apporter du confort, etc., etc. Donc voilà, grosso modo, dans la première partie du livre, et il était question de ces moments difficiles qu'a vécu le livre, mais pour rester un peu dans la veine romanesque, et en même temps pour ne pas demeurer pleurnichard, et dans la deuxième partie, parce que le roman est en trois parties, et les temps, ça c'est l'intitulé de la première partie. La deuxième partie, c'est « J'avoue que j'ai tué », l'intitulé de la deuxième partie. La troisième partie est « Mes amours ». Et donc, comme ça, après avoir relaté, après avoir rappelé tous ces moments difficiles de son histoire, le livre va dire en quelque sorte qu'il n'est pas tout à fait innocent. Et donc, il va rappeler, là aussi, les crimes que lui-même a commis. Bon, sur un plan anecdotique un petit peu parfois, parce que par exemple, je me rappelle depuis l'enfance, on nous dit, quand on évoque le Jahid, à chaque fois on nous dit, le Jahid a été tué par les livres, parce qu'il y a une anecdote selon laquelle il y a sa bibliothèque qui s'est effondrée sur lui. Donc le livre ici raconte comme quoi c'était bien sûr prémédité et que c'était lui effectivement qui a tué al-Jahid, qui était un grand amoureux des livres, mais à un moment donné, il y a eu un conflit, et donc le livre s'est vengé de lui, en quelque sorte. Voilà. Et à partir de là, on a encore une fois l'organisation de tout un récit. Je reviens à cette idée initiale qui est, moi ce qui m'a frappé dans le texte, c'est toutes ces références, évidemment, qui constituent une véritable culture. C'est-à-dire que évidemment, c'est le livre qui parle, mais ce sont les lecteurs qui le lisent. On est bien d'accord. Et qu'à partir de ce moment-là, ce qui est mis en avant dans la posture du lecteur, c'est précisément qu'il est en contact avec toutes les cultures de partout et qu'il est tout à fait possible. Et qu'à partir de ce moment-là, le rapport au livre est un rapport qui peut être un rapport quasiment amoureux. Il y a une scène, enfin il y a un passage dans lequel finalement le livre s'ennuie parce que
il a été rejeté par son lecteur, enfin il est posé comme ça sur un accoudoir, et ce crétin de lecteur préfère aller au cinéma et regarder des choses sur scène. Mais justement, le livre s'intéresse aussi à ce qui se passe sur l'écran, parce que c'est un sujet qui évidemment l'intéresse au plus fort, puisque c'est Ibn Rushd, et qu'il voit des choses qu'il raconte aussi. Donc on a quand même un sacré effet de miroir, c'est-à-dire que le livre est miroir du monde, miroir de la culture, miroir du lecteur. C'est vrai que là, vous évoquez la question des frontières, effectivement, elles sont très minces, où est le moment où le livre lui-même perçoit les choses, comment où il est perçu lui-même. C'est vrai, à ce moment-là, par exemple, cette scène que vous rappelez, ça se passe au cinéma Satyamar à Rabat, et le lecteur, au lieu de lire son livre, le pose sur la couloir et regarde le film. Et c'était le film de Youssef Chahine, Averroès, Ibn Rushd. Et là, le livre, c'était l'occasion, on passe du XXe siècle pour que le livre rappelle tout ce rapport qu'il avait avec Averroès. Et effectivement, là aussi, le livre peut passer à cette époque, mais du moment que j'ai fait le choix dès le départ de ne lui pas donner une identité, ce n'est pas tel livre de Mohamed Barada, par exemple, qui va se promener par-ci, par-là, mais c'est un livre anonyme, donc il peut se passer d'un espace à un autre, d'un moment à un autre. C'est pour ça que dans le livre, on passe de l'Asie à l'Afrique. On a aussi l'Amérique, à Bogota, par exemple. Il y a toute une partie du roman qui se passe à Bogota. Et parfois, il y a des petits prétextes. Par exemple, l'épisode de Bogota, c'est quelques 3-4 lignes que j'avais lues d'un fait divers, que j'avais lu dans un journal, où on raconte qu'un éboueur de Bogota ramassait les livres dans les poubelles, les soigner, les bichonner, les raccommoder, etc., et pour faire de ces livres une bibliothèque dans un quartier de Bogota, qui pourrait aussi être un quartier de la banlieue de Casa ou la banlieue d'Alger ou n'importe où le livre est absent. Et par ce geste, ce personnage, Alberto, a pu donner le goût de la lecture à des gamins de ce quartier, et notamment parmi ces gamins, tout ça c'est de la fiction en fait, c'est parti d'un fait divers, mais tout ça, parmi ces gamins, Magdalena, une jeune de ce quartier qui va elle aussi aimer la lecture grâce à ce geste d'Alberto, et qui va plus ou moins prendre le flambeau. Oui, mais justement, la question de cette circulation, de ces circulations possibles à travers le temps, à travers l'espace, à travers les personnages, précisément, ça confère au livre son caractère à la fois très bizarre, parce qu'on finalement on est un peu pris de court, et puis en même temps, quand on lit beaucoup, comme c'est le cas en ce qui me concerne, quelque chose qui renvoie à notre propre compulsion à la lecture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre qui raconte des histoires de livres, des histoires de bibliothèques, et des histoires qu'il glane un peu partout. Quand on parle de la bibliothèque, et quand on parle des livres de la bibliothèque, on renvoie systématiquement à Borges et à la bibliothèque de Babel. Ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, c'est pas tous les signes possibles qu'il est possible de raconter, mais ce sont pas non plus toutes les histoires du monde, mais c'est beaucoup d'histoires, mais des histoires, c'est là où je veux en venir, des histoires choisies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre sans motivation. C'est ça qui est important. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait le point que vous avez mentionné au début.
c'est mon côté lecteur est présent. D'ailleurs, parfois, souvent, quand on m'interroge sur les motivations de ce livre, pourquoi ce livre, après réflexion, après l'avoir déjà écrit, j'ai réfléchi à la question. C'était pas au préalable. Et c'est effectivement, il y a ce côté qu'on constate l'état du livre actuellement, le côté social, si on veut, le côté de l'état de la lecture chez nous, etc. Mais il y a également ce rapport personnel même que j'ai avec la lecture, avec les livres, etc., qui est presque un rapport charnel, mais qui est aussi ce rapport de compilation, ce rapport de trouver son plaisir par-ci, dans cette histoire, dans ce récit, dans cette anecdote, dans cet événement, découvrir l'histoire à travers la lecture d'un roman carrément, ou découvrir une analyse politique à travers un roman, ou découvrir des états d'âme aussi à travers d'autres romans. Donc il y a ce rapport avec le livre, et il y a aussi la troisième motivation, et que je considère pour moi très importante, et qui était consciente carrément au moment où je me suis lancé dans ce projet, c'est ce système narratif que j'ai choisi, c'est-à-dire de donner la parole au livre lui-même, tout en essayant, en tentant de m'effacer, d'effacer l'écrivain qui se cache au maximum, et donc prêter au livre, le laisser un peu parler avec ses propres mots, sa propre langue. Ça, c'était la chose la plus difficile à faire, parce qu'après, effectivement, je me rends compte qu'il y a pas mal d'anthropomorphismes qui se sont glissés dans le livre et qui sont présents, qui s'imposent, parce que je lui attribue presque le caractère d'un être humain. Mais voilà, c'était là le côté, soi-disant, d'un projet de création artistique, une esthétique. C'était ça ce que j'appellerais le challenge du départ, le défi que je m'étais lancé en choisissant ce mode narratif. Merci beaucoup, Abdellah Baïda. Je me tourne vers vous, Yahya Belaskri. Pour ce livre d'Amraï, donc on a un livre qui s'appelle un livre. Donc je continue dans les histoires. Oui, c'est toujours dans le livre, oui. Mais ça, c'est le livre. C'est le livre, c'est pas un livre, on est d'accord. Là, en revanche, on est sur quelque chose qui est effectivement du plus lointain de la mémoire, puisque c'est l'ouverture même du texte, jusqu'à la fin, va reprendre une histoire qui est douloureuse, et en même temps une histoire de résistance de la part d'un certain nombre de personnages, surtout le personnage central, avec ses parents, mais avec l'origine de la lignée. Qu'est-ce qui fait que, précisément, on remonte pour ce livre-là jusqu'à la Caïna? Et bien loin que la Caïna, puisqu'il y a Saint-Augustin aussi. Mais ce n'est pas un livre de résistance. Enfin, ce n'est pas le roman de la résistance, pas du tout ce texte. C'est le roman de la défaite. C'est ça. Il n'y a aucune résistance là. Il y a la défaite consommée, vue, regardée, assumée, avec une possibilité, une seule, unique. Il n'y en a pas d'autre. C'est là où on arrive à Amraï, la possibilité d'aimer. Quand je dis le roman de la défaite, c'est que ce texte est basé sur trois choses. Sur le droit de douter, donc de questionner, de poser question à tout, de ne pas prendre pour accompli ce qui est donné. Le droit de trahir, oui, trahir. D'avoir le droit de trahir trahir des idéologies, trahir des pensées qu'on imposait. Le droit d'aimer. C'est ça, ce roman. Donc, Amraï nous raconte sa vie, là aussi ses jeux, même si ça commence avec la Caïna, mais ça traverse aussi une histoire, ça évoque l'émir Abdelkader, Saint-Augustin, mais tout ça c'est juste évoqué, parce que c'est cette mémoire qu'appelle le personnage
précisément pour faire barrage à ce qu'il vit, à sa situation, à lui. Il vit dans un pays donné, nulle part le pays n'est nommé, hein, ni les villes, ni rien du tout. Donc, à dessein, quand j'ai commencé à écrire ce texte, j'avais décidé de ne pas nommer une terre ou un pays ou un espace géographique. Et le livre, parce que précisément quand on parle du livre, on a toujours cette pensée pour le livre sacré, pour les livres sacrés, quels qu'ils soient. Et là, moi, par mon parti pris, le livre d'Amraï, qui est un prénom berbère qui voudrait dire l'amoureux, j'avais envie de proposer un autre livre, le livre de celui qui aime, non pas celui, même s'il est dans la défaite, mais il aime, il a cette possibilité d'aimer, d'aller vers l'autre, et de croire qu'il est juste un homme parmi les hommes et qu'il ne détient rien du tout de la vérité, parce que la vérité n'existe pas. Ou si elle existe, elle est morcelée, ou elle est comment dire, valable un moment, un instant peut-être, et que les vérités sont en fonction de ce que nous sommes et comment on regarde la vie. Voilà ce livre, disons ce que c'est. Mais il n'y a pas de résistance. Là, c'est fini la résistance. Là, les vieux ont baissé les chines, les enfants ne grandissent plus, les femmes ont été saccagées. C'est fini, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ouverture. La seule ouverture possible, c'est le poète, la poésie, et c'est cette possibilité d'aimer, d'être amoureux. Amoureux du monde, de la vie. La vie est un mystère extraordinaire, quand même, qui peut l'expliquer. Et puis l'amour tout court, l'amour d'une femme, l'amour d'un homme, l'amour de ses enfants, l'amour au sens le plus élargi, le plus noble du terme. On est effectivement, ce surgissement de la poésie, il se manifeste quand même dans un environnement qui est pour le moins tragique. Alors à ce moment-là, quelle est la place de cette poésie? Quelle est la place de l'écriture de cette tragédie? Je donne un exemple. Il est des jours où les dieux s'effacent devant l'ignominie. Le poète le sait, immolé sur l'autel factice d'un croissant de lune. Il meurt d'avoir dit, refusant de se taire, car il sait que la mort guette. Il est des jours sans Dieu. Alors pour qui est le destinataire du livre d'Amraï dans ces conditions? Qui est le destinataire des mots qui sont prononcés par le personnage ou qui traversent la conscience du personnage? Déjà, je rappellerai cette phrase de Lacan quand il parle du beau comme ultime barrage à l'horreur fondamentale. Et la poésie, c'est le beau, effectivement. Le beau, c'est aussi un geste tendre, hein. Entendons-nous bien, c'est pas juste une toile ou un roman. Mais donc la beauté, cette prise dans le sens général, il y a dedans la poésie. Et seule la poésie peut faire barrage à cette ignominie, à ce que connaît cet homme, ce qu'il a connu. À qui il s'adresse? Il s'adresse à moi, ce texte. Il s'adresse à moi. Après, les lecteurs, quand je l'ai écrit pour moi. Après, les lecteurs s'en emparent, ils font de moi un écrivain heureux, puisqu'il y a des lecteurs qui s'intéressent à mon travail, qui achètent mon livre et qui le lisent. C'est un bonheur inouï quand il y en a 1, 10, 15. C'est magique, il y a quelque chose de magique qui s'opère pour moi et c'est ça ma joie. Mais il s'adresse à moi. C'est moi qui l'ai écrit et quand je me suis mis devant mon ordinateur, je ne pensais à rien d'autre qu'à écrire ce roman, ce texte-là, et qui a pris cette forme. Bien entendu, il n'y avait pas de plan. Et ce que je savais, c'est raconter cette histoire d'un homme sur une terre quelconque. On peut dire très bien que c'est l'Algérie, bien entendu, c'est pas. Mais je veux dire, je l'ai placé en dehors de ce contexte physique, géographique. Et donc, quand je l'ai écrit, donc je raconte l'histoire d'un homme, mais aussi l'histoire, en fait, la condition d'un homme qui est dans une situation de violence inouïe. Et comment il pourrait survivre à cette violence inouïe? Parce que l'humiliation, les gens vivent des humiliations extrêmes aujourd'hui, insupportables.
On peut citer ce qu'on veut, hein, donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas la peine, c'est pas une tribune politique. Moi, je suis écrivain. Donc, il y a des humiliations que nous subissons, que subissent en tout cas certains dans certains pays, dans des dictatures molles ou des dictatures plus féroces, qui sont insupportables pour l'être humain. Un homme, une femme qui vit sur cette terre dans des conditions pareilles, avec une tragédie pareille, parce qu'il y a un moment tragique dans l'histoire. C'est pour ça que le Dieu s'efface. Après, vous parlez de Dieu, je veux bien, mais quand un homme vous l'écrasez, vous lui enlevez tout ce qui est son intégrité, sa dignité, Dieu il s'est absenté. Ou même tous sont absentés, ils ne sont plus là. Il ne reste plus que la barbarie, la plus pure, qui agresse un être humain dans ce qu'il a de plus profond, c'est-à-dire cette dignité dont je parle et cette intégrité. Nul n'a le droit de toucher à la vie d'un homme. La vie d'un homme est sacrée. Tout ce qu'il y a de plus sacré, c'est la vie d'un homme. Quand je dis un homme, c'est une femme. Après, chacun prend ce qu'il veut, le Coran, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'hindouisme, il prend ce qu'il veut. Mais mettons au centre l'homme. L'homme, dans son intégrité, sa dignité. Donc c'est cela, c'est la condition humaine. Voilà, Yamraï a connu des moments difficiles, très durs, même une tragédie, mais ce qui le sauve, c'est l'amour de cette femme, parce qu'il y a un personnage dans ce roman qui s'appelle Octavia. Il ne s'appelle pas Fatima ou Aïcha, il s'appelle Octavia. Donc il y a quelque chose de voulu aussi, et une volonté de faire tout de suite référence à une histoire longue, très longue, qui a plus de 2000 ans, et non pas à une histoire courte, à bout de nez comme ça. C'est pas. Je ne suis pas né en 62. Je suis né avant Jésus-Christ, bien avant. Bien avant. Mon histoire est longue. Mon histoire est longue et elle est jalonnée comment dire, de nourriture que m'ont donné toutes les femmes, tous les hommes passés sur cette terre où je suis né. Tous m'ont nourri. Et je suis le fruit de cette bâtardise. De sorte de dire que le bâtard est quelque chose d'assez noble, de très noble, puisqu'il s'est nourri à tout cela. Et donc, c'est pour ça que je me sens aussi bien musulman que juif et chrétien, que je me sens de tous les hommes, quoi. Et dans la circonstance, je suis un écrivain et j'écris un texte pour dire la défaite. Merci Yahya Belaskri, merci pour ces mots très justes et très forts. Et c'est effectivement un texte qui nous scotche littéralement et qu'on ne lâche pas comme cela. Je me tourne vers vous, Mustapha Benfodil, parce que précisément là aussi, on va avoir, je ne vais pas spoiler le centre du texte, mais on va avoir quelque chose autour de l'horreur. Mais précisément, on ne le sait pas. On a un texte là aussi très très bizarre, un texte produit par des collages, voilà, il y a des rencontres, il y a des bouts de texte. En fait, un homme est mort, et puis on suppose que c'est son épouse qui va fouiller dans ses archives. Alors là, elle est un peu mal à l'aise au début, et puis elle va ouvrir, elle va lire, et elle va écrire elle-même sur le journal. Pardon. Parce que le type est un graphomane, graphopathe compulsif. Il écrit partout, tout le temps. Il écrit en mangeant, il écrit ce qu'il est en train de manger, il écrit, etc., etc. Et puis il écrit aussi sur le corps de sa femme, puisque c'est la motivation du titre, Body Writing, avec une photo d'une maison hantée, photo d'un lieu qu'on connaît, qui est visible, que même moi j'ai vu. La seule fois où je suis allé à Alger. Donc, elle a changé de peau, la bâtisse en question. Et donc on a cette opposition très forte entre les deux, cette ruine inquiétante, et puis cette écriture sur le corps, et cette écriture compulsive. Pourtant, au point de départ, il y a un type physicien qui s'appelle Karim Fatimi, un des grands astrophysiciens de l'Algérie, ceux qui ont fait partie de l'équipe de ceux qui ont réussi à envoyer des satellites autour de la Terre et
qui se prépare à d'autres épisodes glorieux de la conquête spatiale. Donc là, tout d'un coup, on dit qu'il faut qu'on soit bien accroché à ce qui est en train d'arriver. Et puis, on va peu à peu rentrer dans l'horreur. Voilà. Est-ce que je me trompe? Ah non, non, vous avez extrêmement bien résumé l'esprit de ce texte. Alors, bonjour. Effectivement, Body Writing, en fait, c'est un texte à 2 voix. Alors, il y a un marqueur, on va dire, linguistique et artistique dans le titre lui-même, dans la mesure où c'est sa femme, Mounia, qui est à la base photographe d'art, qui baigne, on va dire, beaucoup plus dans la langue anglaise parce qu'elle est à l'international. Donc c'est un peu pour signifier, pour celui qui aura la patience d'aller jusqu'au bout de la 248e page, que c'est à travers le regard de Mounia qu'on découvre, qu'on exhume ce matériau tentaculaire qu'elle hérite malgré elle de son mari, qui effectivement il meurt brutalement un jour d'élection présidentielle à Alger. Et la police, en repêchant son corps, elle repêche un journal. Ce journal n'est pas étranger à sa femme, elle a toujours vu écrire, tenir un journal. Sauf que là, il va s'engager à un travail de deuil assez particulier, peut-être même morbide, dans la mesure où elle franchit le Rubicon, elle décide d'écrire sur ce journal. Bon, bien sûr, quand je dis ce journal, je parle du journal qui, en la circonstance, est matérialisé par ce carnet-là. Mais lui, il a laissé en fait toute une armoire bourrée de toutes sortes de créatures de papier, dans lesquelles on retrouve effectivement le journal intime, mais aussi des manuscrits inachevés, du roman, des aphorismes, de la poésie, des essais, à côté de ses travaux scientifiques, parce qu'à la base, effectivement, c'est un scientifique. Mais il a cette face cachée, et pour moi, par ricochet aussi, c'est une manière d'aborder une question aussi vieille que la littérature, c'est qu'est-ce qu'être écrivain ? Et je cite souvent, par exemple, Enrique Villamates, qui, dans son roman Bartleby et compagnie, il interroge un certain nombre d'écrivains par rapport à leur rapport à l'écriture. Ce sont des gens en général confidentiels qui ont publié au plus un seul livre, ou peut-être même pas. Et donc, moi aussi, je m'interroge sur est-ce que si on n'a pas d'inscription sociale, si on n'a pas jamais publié, on n'a pas de public, on ne partage pas ce qu'on est écrivain. Et c'est le cas précisément de ce Karim Fatemi qui, même, il n'a jamais, par exemple, rechigné à partager un de ses poèmes sur Facebook, par exemple, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu presque quelque chose de très, très possible. D'ailleurs, je connais énormément d'écrivains, de poètes qui ont du mal à publier, mais qui partagent énormément de belles choses sur les réseaux sociaux. Et donc, sa femme, elle va être confrontée à ce matériau. Et il se crée au départ un malaise, y compris pour les gens qui me lisent, c'est-à-dire qui lisent Body Writing, ils me disent « ton roman nous provoque un malaise ». Je dis « c'est le but ». Je voulais que ce soit physique, que ce soit quelque chose de vécu avec beaucoup, beaucoup de gêne. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Enfin, c'est un exercice de voyeur, parce qu'elle va pénétrer dans sa vie, et à mesure qu'elle s'y aventure, elle va être confrontée à des épisodes dont elle n'a pas été directement témoin, parce qu'il est beaucoup plus question du Karim qu'elle ne connaît pas. Par exemple, les années où ils ne s'étaient pas encore rencontrés, où il raconte, par exemple, une histoire d'amour avec une femme, et il se crée une relation bizarre avec cette femme, qui était là avant elle, alors que dans son esprit, elle est la première, c'est une pionnière à mettre les pieds dans son territoire. D'ailleurs, il y a même un épisode assez troublant. Et pour le coup, c'est pour vous donner juste un petit aperçu du making-of de ce roman. J'ai utilisé mon propre matériau, parce que moi-même, en fait, c'est mon histoire que je raconte d'une certaine manière. C'est-à-dire, parce que je ne jette rien. C'est-à-dire, je compile les tickets de métro, les tickets de bus, les notices de médicaments, enfin j'ai beaucoup de mal, après c'est à la psychanalyse de dire pourquoi j'ai du mal à me détacher de ce corps de papier, mais il se trouve qu'une fois, je ne saurais dire exactement la date, mais c'était en 95, je sortais avec une fille, et elle m'avait piqué mon journal, elle avait trouvé quelque chose qui était peut-être une remarque malveillante, et elle m'avait écrit sur mon journal, mais elle a eu la délicatesse de me restituer le journal, mais il y avait quand même ces mots. Et ce texte-là n'est pas encore au courant à ma connaissance que je me suis permis cette horreur, mais parfois, la réalité, parfois, elle est plus brutale et plus imaginative que tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, en fait, la relation dramaturgique, la construction du point de vue dramaturgique, elle est là. C'est cette profanation d'une tombe de papier et cette réappropriation ou réécriture du couple. En somme, ça nous arrive à tous. Est-ce que nous connaissons réellement nos parents? Est-ce que nous connaissons réellement les gens qu'on aime? Est-ce qu'on fait suffisamment attention à eux? Est-ce qu'on sait réellement quels sont leurs désirs? Par exemple, Mounia, elle est photographe d'art et elle s'interroge à un moment
même si elle reconnaît par ailleurs que c'est grâce à... Parce qu'ils ont des séances un peu de brainstorming, comme on dit, où à partir de discussions avec son mari, elle a des idées de création, mais elle s'interroge si réellement un jour il s'est intéressé à son travail, par exemple. Et donc, c'est cette relation-là qu'explore le livre à partir d'une écriture extrêmement fragmentaire, où on retrouve même des choses, ce que j'appelle choses entendues. Je vous en donne juste un aperçu. Par exemple, il y a un passage où il note dans un marché à la Casbah d'Alger, à Saht Chouhada, quelqu'un qui vend des éventails. Et il les nomme, il dit « Aya climatiseur b'électricité », c'est-à-dire un éventail, un climatiseur sans électricité. Ou alors, ça c'est une histoire vraie, tout ça, ce que je vous raconte, c'est la partie expérimentale du roman, c'est moi-même qui... Parce que je note tout, hein, je suis un obsessionnel. Et par ailleurs, je suis reporter, donc par exemple, quand je fais un reportage en Égypte, je mets des mots... c'est pas du tout pour faire exotique ou pour faire ethnographe, c'est pas mon métier, mais parfois un mot, il campe une ambiance. Par exemple, j'arrive à l'aéroport du Caire en 2003, j'allais partir en Irak pendant la guerre. Le douanier me dit « Andak haga helwa Mustafa », c'est-à-dire « Est-ce que vous avez une petite douceur pour moi ?» c'est-à-dire « Bakshish ». Et moi, je l'écris comme ça parce que c'est très beau, c'est-à-dire au-delà de l'aspect un peu, voilà, corruption. Mais la langue, pour moi, c'est un territoire extraordinaire. C'est-à-dire on n'a pas besoin, en fait, de se forcer pour camper l'humain, juste en étant à l'écoute. Et par exemple, dans cet exemple-là que je voudrais vous lire, c'est un chauffeur de taxi. À l'époque, j'habitais à Babloued, donc dans la banlieue populaire d'Alger. Et c'est pas loin de la maison hantée, justement. Cet édifice n'existe plus, en fait. Il a été restauré. Alors, les puristes disent c'est dommage. Mais pour moi, c'est une photographie en fait, qui témoigne d'un certain Alger, qui est un peu le mien, qui est un peu ce que je pourrais appeler un Alger underground. Alors, dans ce chauffeur de taxi qui me dit... oh, non, là c'est Mounia qui parle, hein, parce qu'elle tombe sur cette pépite et elle lui dit « Celle qui m'a tué, c'est normalement. Tu m'en avais parlé à chaud avant de retrouver cette perle, dûment reportée sur ton journal. Normalement, a dit le taxieur, c'est-à-dire selon les normes des Allemands. Ni francs, ni normands, ni flamands, ni wallons, encore moins les Algériens, parce que c'est aux normes allemandes, a expliqué le chauffeur de taxi. Je vous le concède, monsieur le spécialiste en taxinomie, on ne dit pas normal algériennement, on est bien d'accord, au propre, comme au figuré, l'Algérie est un pays hors norme, normal. Taxi Babloued, Place Audin, 10 avril 2014. Et donc, je dirais pour conclure que c'est un roman à strates. Il y a plusieurs niveaux de lecture, mais en gros, pour schématiser, disons, il tangue entre l'intime et le collectif, c'est-à-dire entre... D'ailleurs, la dernière partie du roman s'intitule tout simplement « Je », J-E, parce que pour moi, c'est là que ça se joue, la résistance, c'est-à-dire comment s'approprier des moments collectifs, des histoires collectives qui nous pèsent trop sur les épaules, parfois ça devient suffocant, et comment placer sa petite parole, son petit récit. Donc c'est ces micro-récits-là qui m'intéressent dans mon travail d'écrivain. Et si vous permettez, je termine juste par un petit exemple de micro-récit. Par exemple, le roman réfère, dans sa partie documentaire, pour ceux qui connaissent l'histoire contemporaine de l'Algérie, à ce qu'on appelle les émeutes d'octobre. Donc c'est à partir de là qu'on a une ouverture démocratique. Moi, je travaille par exemple à l'Ouatan. L'Ouatan, on peut dire ce qu'on veut parce qu'on a eu octobre. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait des syndicats, on ait des associations. Bien sûr, la liberté reste très très limitée, et surtout en ce moment, on parle de 5e mandat de M. Bouteflika, donc la situation est critique. Mais on a une marge de liberté pour laquelle des gens sont tombés, et moi, mon devoir, c'était un peu de transcrire leur histoire. Et l'un d'eux s'appelle Azwaou, donc je vais vous lire l'histoire d'Azwaou, si vous le permettez, bien sûr. Alors, me visite le visage marqué d'Azwaou, son bras amputé, laissé dans la terrible fusillade du 10 octobre, devant la DGSN à Babloued, 39 morts, un lundi. Pour les 20 ans de ce Bloody Monday, on l'avait accompagné lors de cette sobre cérémonie déposer une gerbe de fleurs sur les lieux mêmes de la fusillade, à côté du lycée Lémir. Et une armada de policiers de fondre sur nous, paniqués par une simple gerbe de fleurs aux épines plus grosses que les pétales. Même Neila, après avait très vite noté l'omniprésence des hommes en bleu à Alger. Après Alger la blanche, Alger la bleue. Je songe à ce jour où elle nous avait surpris en disant « J'aime pas l'Algérie ». « Pourquoi, ma chérie ?»« Parce qu'il y a les policiers. »
L'accueil nerveux des hommes bleus t'avait d'emblée irrité, toi qui étais décidément allergique aux uniformes. Tu me disais, j'espère qu'ils ne vont pas nous tirer dessus comme ils ont tiré sur Azwaou. Peu avant l'arrivée de la police, j'avais sorti mon petit appareil discret pour faire quelques clichés. L'appareil m'a été brutalement confisqué par un flic en civil. Je me suis débattu avec lui. Ils ont failli m'embarquer. AZW s'est mis à gueuler. J'ai perdu mon bras pour rien. Le plus dur pour lui, ce n'était pas tant les flics qui ont confisqué le bouquet de fleurs, c'était le sens posé sur ce moignant en colère. Et ces mots, accident de travail. C'était le statut malheureux, cynique, injuste et ingrat jeté à la figure des victimes. Et AZW en était mortifié. Il insultait les flics de plus belle et il baissait la tête, ne savait quoi répondre. Au bout de 10 minutes, la cérémonie est levée. Plus de recueillement, plus d'octobre, plus de mots, plus le cœur à rien. Le bras désarmé d'Azwaou, accidenté du travail, une minable pension de 6 000 dinars, artisan bijoutier converti en cheminot administratif. 14 heures, ce lundi 10 octobre 1988, la fusillade qui éclate, et lui qui se voit éclaboussé par la cervelle explosée d'une jeune fille mitraillée à l'arme lourde. Les tirs provenaient des toits de la DGSN. Azwaou vole à son secours quand il reçoit la décharge foudroyante de la mitraille dans le corps. Il me racontait ça et il n'avait pas un frisson, pas une larme, pas un regret d'avoir risqué sa peau en se jetant sur cette pauvre fille dans l'espoir fou de la protéger. Trop tard, elle avait la tête arrachée et lui, le corps criblé. 9 balles. Khaytoni, Khtimounia, 9 balles, 4 mois à l'hôpital Mustapha, 4 mois à essayer de le ramener à la vie, le recoudre. AZW, qui à présent a 3 bras à la place du moignant. Il conduit sans doute mieux que toi, rasé de frais, laissant juste cette moustache de moujik qui donne plus d'aura et de contenance à ses coups de sang. Je ressens encore mon bras bouger, Wallah, rugit-il, et je ressens même fourmiller mes doigts. AZW, résistant joaillier, orfèvre des métaux précieux, mutilé du cœur de ne pouvoir ciseler ses peines et les transformer en bracelets d'argent. Il garde encore jalousement ses outils, délicatement conservés dans un fût enduit de mazout en Kabylie, pour le jour où le métier le démangerait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je recommande également ce livre très particulier, très divers, qui m'a fait penser à un écrivain que nous connaissons bien par sa construction, que nous connaissons bien, Yahya et moi-même, qui est un écrivain haïtien et qui est Franck Etienne, dans le collage de différents types de textes, de différentes formes, d'images, et le passage à l'italique, les changements de police de caractère, etc. Je dois dire que pour l'analyse du texte, là, on est un peu désarmé. J'ai un ami qui, aux États-Unis, fait des travaux sur cet aspect-là. Je me tourne vers vous, Tristan Leperlier. Vous venez de sortir une somme qui s'intitule « Algérie, les écrivains dans la décennie noire ». Et qui est un travail d'une grande richesse sur précisément cette période qu'on appelle la décennie noire. Et vous essayez, pas vous essayez, mais vous rendez compte de ce qui s'est passé du point de vue du champ littéraire à ce moment-là. Et c'est une étude qui est fondée évidemment sur la connaissance des textes, sur la rencontre avec les auteurs, avec des dizaines d'entretiens, mais également un travail de statistique à partir de quantité de données, et notamment de l'analyse multivariée, ce qui nous donne des caractéristiques, des cadrans, des localisations intellectuelles des différentes postures et des différents écrivains. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par expliquer comment s'est monté ce projet et comment vous l'avez peu à peu finalisé et comment vous êtes passé justement de ce côté de l'analyse statistique, à partir de données statistiques, pardon. Merci beaucoup et merci au Maghreb Orient des Livres. Je ne sais plus comment c'est le titre maintenant. Voilà, c'est ça. Maghreb Orient des Livres de m'avoir invité. C'est assez rare de pouvoir parler à autant de non-universitaires. Donc je suis très content. En fait, moi, mon parcours
J'ai un parcours de littéraire à l'École normale supérieure et à la Sorbonne. Et ensuite, je suis allé vers les sciences sociales avec un master en Sciences Po. Ensuite, ma thèse, je l'ai faite à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, en sociologie et littérature. Et donc, je me suis retrouvé à travailler à ce croisement entre les disciplines. Et aussi, à un moment où on était avant les printemps arabes, etc. Et même la Tunisie n'était pas encore redevenue intéressante. Il y avait un vrai problème, il y a une vraie perte d'expertise en fait française sur le Maghreb. Et je me rendais compte que quand je parlais à des jeunes collègues de pourquoi travailler sur l'Égypte, la Jordanie, le Liban ou l'Algérie, et ben en fait, ah oui non mais l'Algérie c'est bon. Grosso modo, on connaît parce que l'Algérie, on en a chez nous, et puis on va à Djerba en vacances, et puis Marrakech, on connaît. Donc c'était en fait, on reproduisait un schéma extrêmement dur, j'allais dire colonial, en tout cas fortement condescendant vis-à-vis du Maghreb. Donc je me suis dit, là, il faut vraiment travailler sur l'Algérie, continuer ce que j'avais commencé à faire, et surtout ne pas travailler sur ses liens avec la France. L'Algérie comme un pays vraiment indépendant de la France, après 62, voilà, comme je pourrais travailler sur l'Allemagne. En fait, c'était impossible. Je me suis rendu compte que travailler sur l'Algérie, surtout pendant la décennie noire, en fait, c'était retravailler sur la France. Voilà. Donc, je ne sais plus si je réponds à votre question. Je crois qu'il serait intéressant de donner, parce que c'est une notion, un concept qui est courant dans les études de lettres, mais je crois qu'il faudrait revenir sur la question du champ littéraire qui a été défini par Bourdieu. On trouve l'article de référence très facilement sur Internet. Mais encore une fois, c'est un terme qui est tellement employé à l'université, mais qui n'a pas vraiment de définition en dehors de l'université. Alors, est-ce que oui. Bon, d'accord, ok. Parce qu'effectivement, c'est assez technique, donc j'espère que je vais pas vous perdre là-dessus. Donc, le champ littéraire, c'est une notion forgée par une théorie en fait forgée par Pierre Bourdieu. L'idée, c'est que, particulièrement pour moi, ce qui me concerne, l'hypothèse, c'était de dire que les écrivains et leur littérature sont pas restés dans leur tour d'ivoire pendant la guerre, bien évidemment. Ils ont été affectés par la crise, mais pas de manière brute. Ils ont été affectés selon des modalités spécifiques. Et c'est ça, en fait, la théorie du champ littéraire, c'est que la littérature, le champ littéraire, a ses règles propres, irréductibles au reste de la société. C'est pour ça que Bourdieu dit que un champ, pour parler de champ, il faut qu'il soit relativement autonome au sens strict étymologique, c'est-à-dire qu'il a ses propres règles. C'est quoi les règles ? Par exemple, les règles communes de la société, c'est plus on gagne d'argent, mieux c'est. Dans le champ littéraire, c'est pas ça. Si vous faites des best-sellers, c'est pas sûr que vous soyez le plus reconnu parmi les écrivains. Voilà. Il y a des règles spécifiques au champ littéraire, des moyens d'être reconnus spécifiquement. Donc il y a deux caractéristiques au champ littéraire. C'est d'abord que c'est un espace de concurrence. Donc ça, c'est une hypothèse forte dans l'analyse, c'est dire que les écrivains ne sont pas des génies isolés sur qui tombe la grâce de la littérature. Ce sont des gens qui sont inscrits socialement et avec des relations qui ne sont pas seulement d'influence réciproque et d'amitié, etc., ça c'est la réalité, de sociabilité, mais aussi de concurrence, sans que ce soit forcément conscient. Attention, en général, c'est pas conscient. Voilà, ça c'est le travail du sociologue d'objectiver les logiques d'opposition entre les écrivains. Et deuxième point, donc, c'est cette relative autonomie par rapport aux autres espaces sociaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement les positions, les postures, à la fois être campées sur un espace que vous délimitez, et puis en même temps, ça bouge pendant ces 10 ans. Il n'y a pas d'essentialisation, c'est-à-dire qu'en fait, cette théorie du champ permet de voir quels sont les processus qui se mettent en œuvre et quelles sont les évolutions des uns et des autres. Et ça permet, deuxième point,
qui moi me paraît extrêmement important, ça nous permet à tous de sortir du vocabulaire de l'influence d'un tel sur un tel ou sur telle ou telle école. On sort complètement du discours de l'influence et on est sur, effectivement, d'abord des oppositions, peut-être des rencontres, mais de toute façon, de la mise en concurrence sans que ce soit nécessairement lié à une économie libérale ou post-libérale. C'est autre chose. Mais effectivement, les écrivains sont forcément en concurrence les uns avec les autres. Comme dans tous les espaces sociaux, en réalité. Voilà. Et donc, pour un travail sur une période de crise extrêmement forte comme la guerre civile, forcément cette dimension-là prend un aspect tout à fait important et central. Donc moi, mon livre est articulé en 4 chapitres chronologico-thématiques, comme on dit de manière pédante, avec un premier chapitre sur l'écrivain comme parangon de l'intellectuel. C'est une question que je pose à ce moment-là, avec avec une question qui porte sur l'héroïsation des écrivains. En fait, les écrivains en France ou en Algérie sont fortement valorisés pour leur engagement politique et aussi pour le caractère subversif de leur prise de position politique au sein de la perturbation, l'éternel perturbateur, disait Kateb Yassine. Et à l'inverse, vous allez avoir d'autres gens qui vont dire « bah oui, mais en 88, les écrivains ont été absents. Silence des intellectuels, etc. » Donc moi, je ne prends pas position là-dessus. Est-ce que les écrivains sont des héros ou est-ce que ce sont des lâches ? Moi, j'ai évidemment mon avis personnel, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, mais enfin, c'est pas ça mon objet. Ce qui m'intéresse, c'est voir comment expliquer cette représentation de l'écrivain comme héros et montrer la complexité des engagements politiques pendant la période. Parce que c'est pas simple de prendre position dans une période de guerre civile. Et c'est bien gentil de rétrospectivement de dire oui, vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce que je montre, c'est qu'au moment où ils sont les plus héroïsés, portés au pinacle, pendant les années 90, vraiment l'écrivain, c'est une grande figure, c'est aussi le moment où ils sont le plus concurrencés par d'autres figures intellectuelles que sont les journalistes et les chercheurs en sciences sociales. Et ce, à un niveau transnational, c'est-à-dire que le débat intellectuel et la concurrence entre ces figures intellectuelles se fait sur un terrain algéro-français. Donc ça, c'est le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, c'est, je l'intitule « Une guerre des langues ». Alors ça, c'est point d'interrogation. Parce que c'est, surtout en France, ça fait partie des représentations qu'on a de l'Algérie en particulier et de la guerre civile, en général, la guerre civile en particulier, c'est cette idée que la guerre civile a été une opposition entre francophones laïcs et arabophones islamistes, entre évolués et barbares. Voilà. Et en Algérie, c'est entre l'authentique et l'aliéné, Hist Fransa. Bon. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous en doutez dans ce que je montre. Ce qui explique pour moi les prises de position politiques des écrivains pendant cette période, ce n'est pas le rapport à la langue, mais le rapport, leur position dans un champ littéraire transnational. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont plus au pôle national du champ littéraire ou au pôle international ? Juste prendre un exemple, qu'est-ce qui rapproche les écrivains pro-islamistes les uns des autres ? Les écrivains pro-islamistes représentent à peu près 10% des écrivains, c'est très peu. Qu'est-ce qui les rapproche des uns des autres ? C'est le fait qu'ils sont au pôle extrême national du champ littéraire. Ils considèrent que leur mission d'écrivain est d'éduquer la nation, les valeurs, diffuser des valeurs morales, nationales, religieuses, etc. Et leur seule reconnaissance littéraire vient des institutions nationales. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant à travers l'étude du champ littéraire, c'est de nuancer tout ce qu'on dit sur, voilà, les islamistes sont voir ça qu'à travers les croyances religieuses ou à travers des aspects purement socio-économiques. Il y a des aspects aussi qui peuvent être propres il y a des éléments d'explication qui se trouvent dans le métier lui-même. Mais si la guerre civile n'est pas essentiellement une guerre des langues, ce qui est terrible, c'est qu'elle l'est en partie devenue. D'une part, dans les représentations. Alors là, je travaille dans le détail la fameuse opposition de la période entre les deux Tahar, Djaout et Ouattar.
en les replaçant bien dans le champ littéraire et en les replaçant aussi en relation avec un tiers qui est Rachid Boudjedra. Alors c'est un teasing, hein, je vous laisse voir ce que je veux dire par là. Donc dans les représentations, voilà, Ouattar, il dit c'est une guerre civilisationnelle. Et c'est bon. Et dans les faits aussi. Dans les faits, puisque la guerre civile a renforcé la bipolarisation du champ littéraire, et à un moment, c'est vrai qu'on a en France des écrivains anti-islamistes qui écrivent en français, et en Algérie, on n'a plus que des écrivains pas trop hostiles aux islamistes qui écrivent en arabe. Mais ça, c'est la conséquence d'un processus historique, et pas du tout le fait que français ou arabes auraient des qualités intrinsèques les liant à des positions politiques. Le 3e et 4e chapitre portent justement sur cet aspect très important de la guerre civile qui est l'exil, puisque un quart des écrivains se sont exilés pendant la période, majoritairement en France, et donc vous avez un tiers des écrivains qui sont en France pendant la guerre civile, 2 tiers des publications. Donc c'est massif. Donc c'est pour ça que je disais, en fait, je voulais pas travailler sur la France, mais j'ai été obligé. Donc mon 3e chapitre, c'est des écrivains témoins, littérature et engagement politique. C'est celui qui rentre le plus dans les textes. Manière de montrer la très grande diversité, pour le meilleur et pour le pire, je juge pas, de la littérature produite à l'époque, qu'on ne peut pas homogénéiser sous l'étiquette littérature de l'urgence, littérature du témoignage, qui sont des étiquettes stigmatisantes qu'on utilise aujourd'hui. Alors je fais une typologie des gestes d'engagement par la littérature. J'en distingue 3, l'attestation, l'évocation, l'interrogation. Donc l'attestation, c'est le geste d'engagement des témoins d'actualité. C'est un engagement fortement polémique et explicite, où le texte littéraire relaye ou conteste, parce que c'est la même chose, les discours politiques manichéens de la guerre. Donc vous avez des romans à thèse, comme La malédiction de Rachid Mimouni, ou des romans qui, comme au commencement était la mère de Maïs Abay, qui développent un discours politique explicite, très clair sur ce que c'est, où est le bien, où est le mal, mais qui interroge aussi en permanence la capacité de la langue et de la poésie elle-même à être vecteur de résistance, hein, parce que c'est le thème aussi. Deuxième geste d'engagement, c'est l'évocation, celui des témoins de l'invisible. C'est un engagement beaucoup plus discret qui, lui, cherche à donner voix aux marginalisés, essentiellement les femmes, les morts et, aspect important de cette période, les pieds noirs. Je travaille en particulier sur Le blanc de l'Algérie d'Assia Djebar, et on voit cet élément important, donc la question des femmes, tout le monde l'a en tête pour Assia Djebar, mais là, avec la guerre civile, on a en même temps Le premier homme de Camus qui paraît en 1994, et il y a dans cet exil une tentative de redéfinition, donc chez les exilés, de la littérature algérienne, intégrant sa part européenne, voire ce que j'ai appelé le développement dans certains textes d'un mythe andalou de la période coloniale. Pareil, teasing. Troisième geste d'engagement, c'est celui de l'interrogation, c'est les témoins du doute. Un engagement paradoxal cette fois-ci, puisque vous allez avoir des gens comme Mohamed Dib, dans Si diable veut, qui est l'un des rares textes de la période qui se détache franchement du réalisme. Lui, il a un engagement tout à fait explicite dans ce texte, mais en même temps, très paradoxalement, l'horreur est expérience de poésie. Vous voyez, par rapport à Maïs Abay, pour qui la poésie était un élément de lutte contre l'horreur, là, ça devient, l'horreur est une expérience de poésie. Tristan, je suis désolé de vous interrompre comme ça aussi brutalement, mais considérons que effectivement ce que vous envoyez ici joue le rôle non pas seulement de teasing, mais effectivement de mode d'entrée dans votre texte qui est très très intéressant. Je voudrais juste très important même, je voudrais juste mentionner que il y a un travail de référence extraordinairement bien fourni, notamment dès le départ. Toutes les affirmations sont adossées évidemment à un corps de textes et de citations et de références absolument extraordinaires. Moi, je vous ai
piller une bonne partie de la bibliographie. Mais le temps passe et je suis tout à fait désolé de vous interrompre. Je vais proposer de laisser la parole à la salle s'il y avait des questions à poser aux auteurs. Profitons-en, on a 5 minutes encore devant nous. Moi, je ne dirais pas de débat parce qu'on a pu relever pas mal de choses. On en parle. Déjà, cette affirmation de l'éditeur, le monde arabe connaissait son premier printemps en Algérie. C'est une affirmation. Alors, bonjour, merci de me donner la parole. J'aimerais revenir sur la définition du champ en tant qu'espace de concurrence. Je pense qu'il faut écouter les écrivains sur cette question-là, puisque un écrivain, en tant qu'écrivain, à mon sens, peut tout à fait objectiver les choses autant que peut le faire, je dis peu, un chercheur en sciences sociales et humaines. Donc, voilà, je ne pense pas que... D'ailleurs, un chercheur peut aussi être subjectif et un écrivain plus ou moins objectif. Donc, j'aimerais vous entendre, vous écrivains présents ici, sur cette question de la concurrence au sein du champ littéraire. Merci. Non, c'est la question de la concurrence. Non, pas moi. Je lui. Non, plutôt que. Non, parce qu'elle a aux écrivains, je pense. Oui, moi je pense qu'effectivement c'est aux écrivains de répondre là. Ah, tout à fait. Il y a de la Hein. concurrence ou pas? Je ne sais pas, je vais. Bonjour. Ah, pardon. Toutes vos interventions ont été très riches. Ce n'est pas vraiment une question, mais vous m'avez convaincu que la littérature ne joue pas le même jeu que d'autres domaines, même esthétiques, et je m'inspire de Abdelkabir Khatibi, qui, quand je lui ai demandé, mais tout le monde te critique de ne pas être plus battant par rapport aux actualités. Et il m'a dit, même si les gens ne comprennent pas ce que j'écris, je sais qu'avec le temps, tout va se dévoiler. Alors j'aimerais savoir si, quand vous écrivez, vous pensez à un impact immédiat, ou est-ce que vous écrivez, pour des raisons très diverses, est-ce que vous écrivez dans l'idée que l'écriture n'est pas comme les autres discours? Merci. Sur cette question de la concurrence, moi je voulais parler d'une affirmation de l'auteur sur cette question pendant la guerre civile algérienne, sur cette question des écrivains qui ont été concurrencés plutôt par les chercheurs, les sociologues, c'est ça, hein, c'est ça, les journalistes et tout. Mais en fait, si on va très loin dans la compréhension du monde, et non pas simplement de l'Algérie, on voit très bien que précisément les sociologues, c'est un très bon métier, je suis de formation sociologue, c'est un très bon métier, les chercheurs, les politologues et tout ça, n'ont jamais pu approcher les choses comme l'ont fait des écrivains, comme le font des poètes. Jamais. Parce que nous sommes sur une ligne de crête. Le poète est sur une ligne de crête. Et il nous approche, non pas de la vérité du monde, mais de ce qu'il y a de plus sensible, ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus, au plus près de la vie, de ce qui palpite. Et on a entendu des spécialistes parler. Sur la Tunisie aussi, vous avez vu des spécialistes s'étendre et tout ça sur la Tunisie au moment de Ben Ali. Mais la Tunisie, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Bon, quelques jours après, vous avez vu. Et pour l'Algérie aussi. Il y a eu des choses qui ont été dites, mais jamais, prenez n'importe quel texte de n'importe quel écrivain algérien à ce moment-là. Prenez un texte de Anouar Belmalek. Prenez Anouar Belmalek et lisez. Prenez les Sermons des barbares de Boualem Sansal et d'autres écrivains. Et vous allez approcher
quelque chose de mystérieux qu'on ne retrouve pas dans des études académiques, malheureusement. Elle dit parce qu'on est coincé dans des schémas d'analyse et qu'on va essayer de comprendre l'islamisme et ceci et le pouvoir politique. C'est les mêmes, en fait, en réalité. Justement, moi je considère que c'est des régimes d'écriture et de pensée qui ne sont pas concurrentiels. C'est-à-dire, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai énormément appris en lisant le livre de Tristan qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer. Donc j'ai pris conscience de certains enjeux, peut-être auxquels je n'avais pas pensé en écrivant. Mais il reste que ce régime d'écriture particulier qu'est la poésie, effectivement, qui est pour moi au fondement de l'écriture littéraire, c'est-à-dire l'idée de casser la langue, de casser le sens commun, de perturber le sens commun, moi je pense peut-être que ça pourrait trouver sa place dans les régimes de discours qui nous entourent. Voilà, c'est quelque chose peut-être qui a à voir peut-être avec le chamanisme, peut-être avec une forme d'enfance de la langue. Je voudrais juste me permettre d'ajouter que l'enjeu, en tout cas, à ma lecture du livre de Tristan Le Perlier, l'enjeu, me semble-t-il, n'est pas de caractériser la question du politique ou la question de l'islamisme, etc. Mais c'est de voir quelles sont les positions qu'on peut identifier dans un corpus restreint d'écrivains. C'est tout. Voilà, on a eu en partie un peu ce débat, mais en interne, hier soir à propos du djihadisme, où on avait un sociologue qui a fait, deux sociologues qui ont fait une étude extraordinairement fine, et effectivement, là aussi fondée sur des statistiques, concernant les jeunes gens qui sont partis ou qui sont dans une procédure de dénonciation dans le cadre de l'association de malfaiteurs pour des vues terroristes, voilà, l'AMT, je ne me souviens plus exactement. Donc c'était effectivement, on avait un petit souci de compréhension à un moment donné. Voilà. Oui, je voulais juste dire un mot. Vous avez exactement illustré ce que je disais tous les deux. C'est que moi, c'est assez facile pour moi parce que je suis entre les littéraires et les sociologues. Donc moi, je prends ce qu'il y a de bon chez les deux. Mais vous avez exactement illustré ce que je disais, c'est que dans la place de l'écrivain est mise en cause. Vous êtes obligé de justifier, de dire l'écrivain, la littérature fait mieux. Parce que vous savez que les sociologues sont plus écoutés. C'est terrible, mais c'est ça aujourd'hui, la littérature. Quelle est sa place dans la société ? C'est extrêmement difficile. Donc, il y a une vraie concurrence dans la société. Et moi, encore une fois, je joue sur les deux tableaux, donc c'est facile. Mais en permanence, les écrivains sont obligés de justifier leur existence, en fait. C'est d'un point de vue sur le marché. C'est ça. Et parce que donc voilà, vous avez exactement illustré un des éléments que je citais sur la concurrence entre écrivains et chercheurs en sciences sociales et journalistes et chercheurs en sciences sociales pendant la décennie noire. Peut-être que le poète n'a pas de place ou c'est difficile à discuter, effectivement, mais sans remonter à Victor Hugo, 1971, Georges Séphéris, le poète grec, disparaît et décède, et il y a plus de 100 000 Athéniens qui prennent son corps sur les épaules et qui l'emmènent au cimetière en chantant reniement son poème mis en musique par Mikis Theodorakis. Et il y a Kateb Yassine, quand il est mort en France, est arrivé en Algérie, que les islamistes disaient « Ne le ramenez pas en Algérie, c'est une terre sacrée, on ne peut pas inhumer Kateb Yassine. » Il y avait des milliers d'Algériens, des femmes et des hommes qui sont partis avec le corps de Kateb Yassine au cimetière pour l'enterrer. Et il y a certainement d'autres par ailleurs. C'est peut-être pas tout de suite l'écrivain, le poète, mais en même temps, plus tard, on sait les traces qu'il nous laisse. Et aujourd'hui, qui ne parle pas de Victor Hugo, de sa poésie? Qui ne parle pas de Rimbaud? Qui ne parle pas de Hubert Haddad? Et bien d'autres poètes de par le monde. C'est long, mais la trace reste. Oui, mais je suis désolé. Là, on va laisser la place. Il y a des lectures juste après, donc 3 minutes. Donc là, ça serait très peu élégant de notre part de rester. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre générosité à vous et merci du plaisir qu'en tout cas vous m'avez apporté avec la lecture de vos textes.
Merci à vous. Merci.